On va reprendre, on va poursuivre notre chemin de la journée. Je laisse les derniers arrivants trouver une petite place qui leur convienne. Voilà, merci beaucoup. Donc cette prochaine séquence, c'est à nouveau une conférence, un temps de partage avec des invités que je présenterai. C'est une conférence qu'on a qualifiée d'inspirante, on espère qu'elle le sera, en tout cas c'est l'idée. L'idée de partager ici, outre les réalisations qu'on a pu... ce matin, on a partagé voilà, les avancées sur la question des modes de vie. Puis après, on s'est plongé en atelier sur un certain nombre de sujets, soit des sujets exploratoires, comme le sujet de la prospective sur l'eau, ou le sujet de la formation des dirigeants, mais aussi des travaux qui sont déjà bien amorcés, où on a partagé des principes d'action, etc. Là, l'idée, c'est qu'on ouvre un petit peu... enfin, en tout cas, qu'on pose la question, quelle nouvelle transformation devons-nous porter sur le chemin des transitions, puisque le collège, effectivement, cherche à jouer ce rôle un petit peu de tête chercheuse pour initier des nouveaux chantiers. Et donc voilà, donc là, je vais te donner la parole à Samuel. L'idée, c'est vraiment qu'on partage avec nos invités. Donc Christine Audou, qui est sociologue, Karine Dartic-Peyrou, qui est politologue et prospectiviste, Chloé Girard-Demoitier, qui est vice-présidente du conseil départemental de Loire-Atlantique, Morgane Priol, directrice délégation Maine-et-Loire-Océan de l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, et enfin Sophie Swatton, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui sera en présence, enfin qui sera en distanciel, si la technique ne nous fait pas défaut, j'espère que non, en fin de conférence, et donc qui est philosophe et économiste et qui viendra clôturer cet échange. Donc Samuel, à toi de jouer, puisque c'est toi qui anime ce temps inspirant. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, Sophie Swatton interviendra enfin. Alors, pas tant pour participer. Donc, Sophie est en arrêt, donc elle voulait absolument être avec nous aujourd'hui, mais elle n'a pas pu faire le déplacement naturellement, puisqu'elle est en Suisse et elle est à Lausanne. Et donc, ce que je demanderais surtout à Sophie, c'est sans doute, vous ne connaissez pas tous la Fondation Zoin, Sophie Swatton. Donc voilà, ça fait partie des... Il y a Jean-Christophe qui est, je ne sais pas où il est, Jean-Christophe Lipovac qui est là, voilà. Qui est le responsable de la Fondation pour la France. Hein. Donc ça fait partie des acteurs à l'échelle nationale avec lesquels le collège se met progressivement en lien, de la même façon que la Fabrique des Transitions avec Julien qui est là, et de la même façon que le campus de la transition. Ça fait partie de notre rôle, j'allais dire, de notre responsabilité, au-delà des actions que nous menons en région, de nous mettre en lien avec les différents réseaux avec lesquels nous sommes en affinité pour pouvoir porter un certain nombre d'actions. Donc l'idée avec Sophie, ce sera voilà, surtout qu'elle puisse voilà, présenter la Fondation et dire un mot de l'intérêt partagé, peut-être, pour qu'à la prochaine Assemblée Générale, en 2024, la Fondation Zoin devienne partenaire. L'idée de cette table ronde, effectivement, à ce stade de notre journée, et j'allais dire à ce stade de notre parcours ensemble, un test, je vous disais, ça fait maintenant quelques années que l'on travaille ensemble, et je vous parlais de l'esprit du moment. Tiens, il est tout à fait évident, si on prend le programme TESS, on a démarré en 2015, nous sommes en 2023, 2023, c'est pas 2015. Donc il est évident que nous avons ensemble régulièrement à nous réinterroger. Au fond, encore une fois, quel est l'esprit du moment? De quoi est constitué ce moment? Que vivons-nous? Et à partir de là, chercher ensemble les voies de l'action la plus juste et la plus pertinente possible. Donc ça, c'est voilà, je dirais, c'est un travail permanent. Mais il est évidemment d'autant plus important à ce stade-là, c'est-à-dire à la deuxième année d'une période de test où en fait on prépare la prochaine période, c'est-à-dire 2024-2027. Et il ne s'agit évidemment pas d'être dans la continuité. Hein, on ne continue pas pour continuer. Donc il y a évidemment des sillons qu'il nous faut continuer à creuser et il y a des sujets qu'il faut ouvrir. Et pour ouvrir, eh bien, il y a un temps où on ouvre précisément
Et c'est un peu l'objet de cette table ronde. Donc, ce que je propose, c'est de solliciter, je veux dire, une double introduction de l'échange par toi, Karine, donc, qui a piloté avec nous, ou qui commence à piloter avec nous le travail prospectif dont on a parlé en atelier, mais on en a aussi parlé un peu ce matin. Donc voilà, si tu peux, en 5 minutes à peu près, pas tant pour être sur le registre de l'atelier, mais voilà, et puis t'exprimer de façon tout à fait personnelle sur ce que tu sens de la période. Et puis demander à Christine aussi d'introduire. Alors, du point de vue du travail que nous faisons ensemble, là, on est plus du côté du thématique de la transition intérieure et puis de la réflexion qu'on engage sur la formation des dirigeants. Mais là, encore une fois, vous n'êtes pas cantonné. Voilà, c'est tout à fait ouvert. Et puis, je demanderai à Morgane et à Chloé de réagir. Et là, c'est pareil, voilà, de pouvoir vous exprimer d'une façon la plus libre et la plus personnelle possible sur comment vous sentez justement l'esprit du temps, comment vous sentez de quoi est constitué le moment, et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut que nous portions ensemble demain, alors dès l'année qui vient, mais évidemment en projection du projet qu'on va porter ensemble. Ça vous va comme programme? Ça risque d'être très intéressant. Ouais, peut-être Karine, du coup? Merci pour ces organisations. Oui, merci. Alors, je vais essayer de ne pas être redondante par rapport à l'atelier, puisqu'on a beaucoup travaillé sur la question qui nous intéresse dans le cadre du programme TES, c'est-à-dire un futur désiré qui serait la gestion de l'eau comme commun. Dans un contexte de choc écologique, qu'est-ce que ça voudrait dire en fait? Quelles seraient les conditions pour définir l'éthique du dialogue? Quelles seraient finalement les compétences requises? Quels seraient les leviers? Quels signaux faibles auxquels il faudrait qu'on fasse véritablement attention? Quelles seraient les bifurcations? Donc c'est un peu avec cet objectif qu'on a engagé un travail avec une vingtaine de personnes, dont certains sont là aujourd'hui, c'est-à-dire élus, administratifs, entrepreneurs, universitaires. J'insiste sur le fait que méthodologiquement, en fait, l'idée, ça a été véritablement de partir d'un futur possible, d'un futur désiré, hein, celui de l'eau comme partage, c'est-à-dire une gouvernance qui permette le partage de l'eau et qui permette finalement de pacifier un territoire. Donc on est parti de cette problématique et pour essayer un petit peu de faire ressortir finalement ce que sont ces transformations et qu'est-ce qui, selon moi, d'un point de vue de plus de mise en perspective par rapport à d'autres recherches-actions que je peux avoir dans d'autres coins de France, hein, par exemple, ou d'Europe, qu'est-ce que finalement je trouve comme très singulier le travail qui s'est fait, hein. C'est un peu ce que tu m'as demandé. Alors, c'est très simple en termes de structure. Je propose de repartir de la définition de Gaston Berger, de la prospective, hein. C'est 3 choses. C'est le voir loin, le voir large et le creuser profond. Et à travers ces 3 dimensions, eh bien, je vais essayer de faire ressortir quelques idées des travaux qui nous ont intéressés. Sur, finalement, cette première notion du voir loin, ce qui est ressorti, c'est que plus que jamais, pour véritablement sortir les gens de leur peur et du conflit potentiel et de cette source d'angoisse que constitue le changement climatique, les chocs à venir et les chocs déjà présents, il fallait absolument embarquer les personnes, les habitants, les élus, les agents, etc., dans la construction d'un futur désiré. Et donc, ce voir loin, ça veut dire que c'est un voir loin qui se pratique, qui pratique le questionnement, qui pratique aussi l'ouverture d'esprit, le croisement d'informations, qui va chercher de manière très factuelle les évolutions en cours et les points de bifurcation possibles. Et sur un sujet comme celui de l'eau, il y a certainement énormément d'informations, même si bien sûr nous continuons, comme Morgane l'a très bien expliqué, qu'on continue voilà, à découvrir et à mieux comprendre ces champs, mais on a énormément d'informations et la prospective, le voir loin, c'est déjà de s'appuyer sur
ces enjeux et ces évolutions qui sont en cours. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est ressorti de manière très forte, c'est le fait que quand on est dans un questionnement prospectif, on peut finalement poser la question au service de quoi on embarque les gens. Et ce matin, on a beaucoup, à travers la table ronde, les élus ont beaucoup insisté sur cette nécessité finalement d'embarquer. D'embarquer les collègues élus, d'embarquer les agents, d'embarquer les habitants. Mais la question, c'est embarquer au service de quoi? Comment on embarque au service d'un futur qui n'angoisse pas, qui est désirable et qui est possible malgré le contexte de choc dans lequel on est et qui risque de s'accélérer et de s'accentuer. Deuxième message, c'est le voir large. Le voir large, c'est-à-dire le sujet de la gestion de l'eau comme bien commun, c'est un sujet systémique, c'est un sujet qui nécessite de travailler les interconnexions. On ne peut pas uniquement travailler, par exemple, le cycle de l'eau. On voit bien comment ça a un impact avec l'agriculture, avec l'énergie, avec l'industrie, comment voilà, l'eau potable aussi s'articule avec d'autres types d'eau. Donc on voit bien que cette dimension de voir large, elle est complexe, mais que l'eau n'est pas le seul sujet qui est complexe. Beaucoup de sujets écologiques sont par nature complexes et nécessitent finalement de travailler assez vite avec un dialogue entre acteurs. D'où la question qui est remontée aussi en atelier, c'est-à-dire la question du périmètre. Comment on peut agir en transition ? Avec quel périmètre, avec quel type d'acteurs, comment créer une diversité, comment écouter tous les acteurs, comment aller chercher ceux qui ne parlent pas, comment aussi ne pas faire trop attention aux lobbies ou à ceux qui détiennent une certaine forme de connaissance. Et là encore, ce qui ressort extrêmement fort de ce travail, mais aussi de cette discussion, c'est la nécessité de pouvoir s'informer. Or, s'informer dans une ère informationnelle digitale, quand même on peut dire de propagande, de désinformation, de surinformation, d'infobésité, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est le deuxième point, je dirais, c'est le voir large, mais c'est le voir clairvoyant. Ce n'est pas uniquement rester sur la systémie des choses, c'est rester clair malgré la surcharge d'informations et de désinformation dont on se dispose. Troisième sujet, c'est le creuset profond. Et celui-là, c'est le plus difficile à appréhender et c'est celui qui est ressorti de manière très forte dans nos échanges. C'est que pour établir une gouvernance de l'eau, de la gestion de l'eau comme commun, il nous faut aller dans les profondeurs. Il nous faut aller dans les profondeurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire sur ce que pense ou ce que a dit quelqu'un. Il faut aller comprendre les besoins derrière l'eau, c'est-à-dire les représentations de l'eau. C'est quoi la valeur eau pour vous? C'est la valeur de la vie, de la santé, de la mort, du partage, de l'hospitalité, de l'écologie planétaire, de la conscience. Qu'est-ce que c'est l'eau? Et c'est cette dimension qui est très importante parce que si on veut agir pour anticiper les conflits, il faut comprendre véritablement ce qui est important pour les gens dans l'eau. Et on l'a vu, bien sûr, que pour un agriculteur, pour un citoyen, pour que, voilà, la vision de la valeur de l'eau a vraiment son importance. Et c'est ce creuset profond qui, pour moi, est un des challenges pour TESS, c'est-à-dire comment arriver à créer une éthique du dialogue avec des socles de valeurs communes. On a 7 ans d'expérience, donc on peut s'appuyer sur une vraie pratique de l'éthique du dialogue. La question, c'est l'éthique du dialogue dans un contexte de choc, de peur, de régression potentielle. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette gouvernance et dans cette éthique du dialogue, il y a peut-être 3 stades différents à bien différencier, c'est-à-dire trouver la gouvernance pour éviter les chocs, éviter les conflits, c'est-à-dire créer les conditions d'une gouvernance et d'un dialogue pour anticiper le conflit d'usage, eau des agriculteurs, eau potable, eau, etc. Deuxième point, c'est qu'une fois que le conflit est là, quand le conflit est déjà là,
c'est quelle gouvernance mettre en place pour résoudre le conflit. Mais ce n'est pas uniquement ça. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose aussi de très singulier et je pense que peut-être de très innovant à travailler, c'est comment aussi on anticipe la réconciliation post-conflit. On le voit déjà, on est sur un territoire où des conflits ont déjà lieu. Et donc la question, ce n'est pas uniquement d'anticiper le non-conflit, c'est aussi de comprendre comment on peut résoudre un conflit. Et on le voit lorsqu'on travaille par exemple sur les questions de guerre. Je prends souvent l'exemple de l'Ukraine et de la Russie, comment des frères de sang peuvent, après une guerre, se réconcilier, c'est-à-dire continuer à vivre sur un même territoire après une guerre, ce qu'on a connu en Bosnie-Herzégovine. On a connu ça aussi en Afrique du Sud. Donc il y a des expériences à l'étranger, il y a des expériences ailleurs qui ont montré qu'une réconciliation est possible, mais qu'elle doit être anticipée. Et je pense que c'est peut-être pour moi, c'est le message que je voulais donner ce soir, c'est que je pense que peut-être il y a là quelque chose à cultiver, à travailler, à renforcer, et c'est-à-dire à appuyer des compétences des élus, des agents, etc., des acteurs de la transition, aussi dans cette profondeur des choses de gouvernance. Et donc, ça veut dire aussi les former. Alors, on a déjà défini un certain nombre de compétences, mais je vais passer la parole à Christine. Je pense qu'elle est bien mieux placée que moi pour y répondre. Merci Karine, beaucoup, Karine. On a passé 2h30 dans le train pour travailler. Oui, c'est ça, excellent. Un grand merci, Karine. Juste, juste une petite parenthèse. Quand on a commencé à travailler sur les modes de vie, on a ensemble identifié un cadre théorique, parce qu'on est en action-recherche, donc qui nous semblait pouvoir éclairer le système sur lequel on pouvait agir et, si possible, l'ensemble du système. La même question va nous être posée pour travailler sur les communs, sur les territoires. À l'heure d'aujourd'hui, en termes théoriques, on a surtout un apport économique, celui d'Elinor Ostrom, dont on avait parlé au tout début de nos travaux, mais qui est un éclairage de gouvernance et économique. Et ça résonne vraiment pour moi par rapport à ce que tu viens de dire, Karine. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler pour voir dans quelle mesure il faut actualiser, en tout cas compléter ce cadre théorique pour aller vers le profond et vers d'autres registres. Ce cadre-là est très intéressant. Elinor Ostrom a montré comment, localement, des communautés pouvaient, à certaines conditions, gérer les ressources. Donc, il pouvait y avoir une voie alternative à on privatise parce qu'il n'y a que le jeu des intérêts qui garantit qu'on va préserver la ressource, ou le monopole de l'action publique. Donc, voilà. Elle a montré ça avec vraiment du travail empirique, mais ça restait quand même un travail relativement économique et sur la gouvernance. Tu nous invites, au moment où on se lance sur ce travail-là sur les communs, à aussi chercher des éclairages théoriques qui vont venir compléter et actualiser ça. Et du coup, la parole est à toi. Effectivement, la transition me semble parfaitement ajustée. Alors effectivement, je vais rebondir. Merci Karine pour le passage de témoin. Arriver sur cette dimension plus intérieure. Alors pourquoi est-ce qu'on convoquerait aujourd'hui, puisque tu parles de moment, la transformation intérieure qui relèverait de l'intime, jusqu'alors on est quand même sur cette chose-là, pour être en capacité finalement de vivre, d'agir pour la transition. Et notamment du côté des dirigeants, j'y reviendrai. Vous savez comme moi, la preuve est faite que la simple rationalité objective, démontrée, d'un rapport, d'un diagnostic, même s'il est très pédagogique, les rapports du GIEC sont formidables, les petites synthèses, celles de l'ADEME, il y a énormément de choses produites en ce sens. Et pourtant, on ne peut que constater, et je ne parle pas de vous, bien sûr, vous êtes des acteurs engagés, mais globalement, si on élargit notre vision, globalement, il y a beaucoup de... Ce qu'on fait, c'est on change un peu, on s'ajuste, on fait des petits changements à la périphérie, on trouve des modalités correctives. Par exemple, j'ai entendu récemment que finalement, le recyclage, ça a provoqué beaucoup de consommation parce que on recycle, donc je peux consommer finalement puisque c'est recyclable. Donc, vous voyez bien que ça ne change pas, quelque part, il n'y a pas le cœur des choses n'est pas modifié. Notre manière de vivre et de voir est maintenue globalement.
hein, même s'il y a beaucoup d'actions, évidemment, on est là pour... Alors, évidemment, il y a plein de registres et de raisons politiques, etc., qui peuvent être évoquées. Dans différents registres, je vais en évoquer 2, qui sont intéressants, me semble-t-il, parce qu'ils ouvrent aussi des voies d'action. Alors, des voies d'action dans le profond, évidemment, puisque c'est mon sujet aujourd'hui, et notamment, qu'est-ce que c'est que d'être conscient ? On pourrait dire, qu'est-ce que c'est que d'être conscient ? Savoir, être au courant des choses, ce n'est pas être conscient. La conscience, en fait, suppose d'être affecté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que nous dit, alors là, je vais un peu sur le terrain psychanalytique, et notamment de Jung, ce qui n'est pas arrivé à la conscience intime, profonde, n'existe pas. Donc, je peux le savoir intellectuellement, je peux avoir lu, je peux même avoir fait l'expérience d'être passé dans un feu, par exemple, ou à côté d'une forêt qui a brûlé. Et pourtant, je ne suis pas conscient de ce désordre. Je ne peux pas l'être, en tout cas. Je peux l'être, mais je peux ne pas l'être. Donc, qu'est-ce qui manque ? En fait, le registre des affects, qui ne sont pas celui des émotions. Les émotions, c'est un symptôme, c'est un véhicule. Ce que je veux plus profond, c'est comme une sorte de sous-couche psychique qui ferait le lien. Je vais arrêter après avec la psychanalyse, mais c'est très très important pour moi. Enfin, pour nous, je crois aussi, c'est qu'il y a un lien entre l'inconscient et le conscient. Donc on aurait une sorte de pont à cet endroit-là, en tout cas c'est ce que nous dit Jung, qui ferait que si ces affects sont touchés, quelque chose peut remonter, comme un fragment, vous voyez, qui remonte en haut de la face immergée, à la surface, à la conscience. Et là, la chose se met à exister. Et j'ai une petite anecdote à citer, des belles anecdotes ce matin, donc je me sens autorisée. J'ai une amie qui est musicologue et qui fait des choses extraordinaires avec les détenus dans les prisons. Elle fait en une semaine, avec des gens non musiciens, des concerts. Et pour ça, elle va les emmener dans une salle de spectacle. Donc il y a des détenus, des longues peines, des criminels, avec lesquels elle va travailler avec une petite troupe, et ils apprennent ça. Et dans le car, un homme s'effondre, un détenu s'effondre en larmes. Il a vu un arbre. Ça marche pas ? Ah bon. Tu m'arrêtes dans le... Il a vu, merci, il y en a, Karine suit. Il a vu un arbre et il pleure. Il me dire, qu'est-ce qui s'est passé ? On peut vraiment faire l'hypothèse, moi cette anecdote m'a absolument confondue. Il prend, lui, à cet endroit-là, dans ses affects profonds, que cet arbre, il est vivant. Cet homme qui n'a rien, qui est démuni, là, placé en détention, privé de sa liberté. C'est-à-dire que ce qu'est cet arbre, ses organes, sa vie, ses membres, sa tête, c'est son enracinement, vient prendre effet dans ses affects. Quelque chose de ce vivant-là remonte à sa conscience. Il s'écroule sous l'émotion. Il y a quelque chose de très... Je ne sais pas, cette scène, moi je la vois, elle me touche aussi profondément. Elle me touche sans doute au même endroit. Donc en fait, une des voies pour que cela m'affecte, pour que ça me touche, l'un d'entre vous disait ça ce matin parmi les élus, que ça touche les citoyens et pas une réforme qui tombe d'en haut comme ça, c'est que ça ne marche pas, pour que ça devienne un fait psychique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une réalité observée, ça devient un fait psychique intérieur, que ça remonte à ma conscience, que l'arbre existe, il est vivant. Si je le coupe, je me coupe peut-être quelque chose à moi aussi. Eh bien, il y a quelque chose de cette affectation à vivre, de cette expérience, de cet éprouvé-là. Donc ça nous ouvre une voie très importante, la voie que moi j'appelle de l'affectation, qui peut prendre différentes formes. Par exemple, chez nos amis du campus, ce que Cécile Renoir appelle la dynamis, pouvoir se reconnecter à soi, aux autres. Alors, mais dit comme ça, c'est un peu une injonction, mais c'est bien cette modalité-là, c'est-à-dire se relier en profondeur avec d'autres êtres vivants, comme un arbre, par exemple, qui me touche beaucoup. Et alors, être conscient, finalement, pourquoi faire ? Être conscient de quoi ? Eh bien, de 2 choses extrêmement importantes, que sont l'interdépendance. Vous en avez tous parlé ce matin d'une certaine façon. Le collectif, on ne peut pas faire les élus sans les agents. On voit bien que
même dans notre atelier tout à l'heure sur la formation des dirigeants, effectivement, attendez, on commence par quoi? Vraiment par le dirigeant, par les collectifs. En fait, c'est relié, ces histoires-là. Ces histoires sont reliées. Et pas que la personne et le collectif, mais l'ensemble des liens qui nous rendent vivants, qui font qu'on est ici aujourd'hui, qu'on part ailleurs demain, etc., etc., qu'on est lié à l'air et à toutes ces choses qui sont notre écosystème. Et puis, être conscient de l'énergie qui circule. L'énergie, elle prend diverses formes. Alors moi, je peux parler d'énergie psychique. Elle nous relie à ce moment-là. Je la sens là chez vous. Je sens votre attention. Je sens votre présence. Je mets la mienne dans la balance de ma présence là à ce moment-là. Donc il y a quelque chose d'une énergie qui nous relie. Ce matin, Samuel a commencé à mettre ce lien de l'énergie. Être conscient de cette énergie, c'est aussi en être affecté. Et donc, à chaque fois qu'on va y toucher, alors je parle de l'énergie psychique, mais tu parlais de l'eau, tout cela, à chaque fois qu'on va agir en responsabilité, on mobilise de l'énergie, on agit sur tous les socles de l'énergie. Et si la conscience vient à un dirigeant, à n'importe quel être, de ce qui circule comme énergie et des interdépendances qui sont reliées à ça, ça va changer quelque chose. En tout cas, on peut faire le pari que cette transformation intérieure va changer quelque chose de l'orientation des actions. Et puis, il y a une deuxième, et j'arrêterai là, une deuxième raison pour laquelle ça ne rentre pas, on va dire, ça ne capte pas, c'est un argument, c'est simple en fait, mais qui a été remis un peu au goût du jour par Hartmut Rosa, ce philosophe, qui dit qu'en fait, on n'agit pas parce qu'on a peur de la perte, alors vous le savez, et la peur de perdre ce qu'on a maintenant et que nos enfants n'auraient plus. Donc que derrière, en fait, toutes ces annonces sur la transition, ce serait que du renoncement. Tu as parlé de futur désiré, évidemment, on est totalement là-dedans. Et donc, du coup, bon, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais du coup, ça va créer énormément de scénarios défensifs chez nous-mêmes, chez les citoyens, chez vous élus, chez les dirigeants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les scénarios défensifs? On retourne sur ce qu'on connaît. On revient sur les scripts connus, même en faisant fi avec du déni. Voilà, le déni peut revenir, même si on a été affecté d'ailleurs. Ces choses-là sont en interaction. Donc, du coup, là, il y aurait deux enjeux profonds que toucherait la transformation intérieure comme ambition, en tout cas. C'est être affecté, pour que ça remonte à la conscience, accepter d'être affecté. Donc, ça fait tomber les rôles, les masques. Alors, on n'est pas obligé de le vivre en public, mais il y a quelque chose de ça. Et la mutation de la peur de perdre en état désirable. Quelque chose qui serait bon. Donc, retrouver du désir. Alors, parler du vélo ce matin, c'était quoi l'exemple? C'est pas parce qu'il y a des pistes cyclables qu'on va se mettre à faire du vélo. Qu'est-ce qui va reprovoquer le désir de se mettre sur une bicyclette? Sont pour moi des chemins de cette transformation intérieure. Et pourquoi ce serait plus pertinent pour les dirigeants que pour d'autres? Je crois que là, ça va avec. Samuel me dit, c'est en filigrane, c'est là, mais il faut le dire. C'est que si on a des dirigeants, et moi j'en rencontre régulièrement, qui ne sont pas à cet endroit pour accompagner les collectifs dans ces traversées-là, il y a quelque chose qui est verrouillé. Quelque chose va se reverrouiller sur ces scripts, sur ce que moi j'appelle ces grammaires relationnelles, où c'est moi qui décide, c'est moi qui ferme, c'est comme ça parce que ça a marché, ou ça a marché chez le voisin. Enfin, bon, voilà. En tout cas, on va pas se permettre de faire des choses ensemble, de tenir le collectif, de penser loin plutôt qu'immédiatement, etc. Donc ça va vouloir dire aussi de revisiter, tu l'as dit, des objets, de déconstruire ce que c'est que la performance, le court terme, la création de valeur, etc., etc. Mais ça, c'est la matière qu'on va trouver. Mais elle va pouvoir être vraiment déconstruite, pas intellectuellement, parce que quelqu'un nous en parle, comme je suis en train de le faire, mais parce qu'on va éprouver quelque chose. Et ça, c'est le pari qu'on fait
que vous faites dans TES, qu'on fait aussi avec un projet un peu plus lointain, enfin plus lointain qui est là, plus partenarial d'une école, entre guillemets, d'un parcours de dirigeants qui viserait ces endroits profonds. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Christine, vraiment. Ça nous dit plein de choses, évidemment, hein. Mais il me semble que ça nous dit presque d'une façon pratique, vous voyez, pour la suite des travaux que nous voulons conduire ensemble, c'est qu'il va nous falloir mobiliser les affects. C'est tout à fait ce que Christine nous dit. Or, on nous a appris, surtout pas d'affect. Et on a construit tous nos dispositifs pour absolument mettre les affects à l'écart. Parce que nous disons, si jamais les affects s'en mêlent, on est perdu. On va s'y perdre. Donc là, ça ouvre vraiment, me semble-t-il, un chantier fondamental, c'est-à-dire il va falloir dans nos dispositifs, si on veut être efficace, hein, mobiliser les affects, oui, mais il va falloir apprendre à le faire. Parce que quand les affects sont mobilisés d'une façon non gérée, on voit ce que ça donne. Donc ça veut dire effectivement qu'il va falloir que l'on travaille à s'équiper sur comment on mobilise les affects sans, comme tu le disais Christine, soulever les défenses. Et ça, on sait bien que taper sur les défenses, c'est juste renforcer les défenses. Donc vraiment un grand merci pour vos... Un grand merci. Vraiment beaucoup. Morgane et Chloé, que diriez-vous de votre côté, là où vous êtes, de ce que vous voyez de ce moment, de quoi il est fait selon vous et sur quoi, à votre avis, il faut agir demain? Alors, vaste question. Déjà, de ce moment très précis, ce que je vois, c'est que nous sommes une table ronde uniquement de femmes. Alors, je ne sais pas quelle audace vous avez. C'est un grand progrès, enfin. Donc déjà, c'est un premier constat du vécu présent, on va dire. Voilà. Donc moi, je vais être sur un registre un petit peu différent, moins théorique, on va dire, être un petit peu dans une expérience concrète, une expérience encore assez neuve, qui est l'expérience d'élu, puisque ça fait 2 ans que j'ai été élue au département de Loire-Atlantique. Je pense que la thématique de la conférence est vraiment un questionnement quasiment du quotidien, c'est-à-dire s'engager en politique pour essayer d'avoir de l'impact. Donc en l'occurrence, moi je travaillais en ONG environnementale et j'avais envie de poursuivre cet engagement avec un mandat et se dire est-ce que c'est en étant élu qu'on va réussir à avoir de l'impact et à pouvoir accélérer les transitions. Donc c'est le questionnement de base et de se demander, donc maintenant en tant qu'élu, comment on parvient à les mettre en œuvre, comment on arrive à transformer quelque chose. Donc je vais vous faire une sorte de petit rapport d'étonnement sur cette question et comment je me la pose aujourd'hui, comment je vois peut-être certains enjeux. Première chose, c'est le terme transformation. Déjà, on voit qu'il y a quand même une grande partie du temps où il y a déjà de la gestion, il y a de l'existant qui prend énormément de temps. Il y a plein de contraintes réglementaires, budgétaires. On connaît la situation du budget des collectivités. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même un bloc de gestion qui vient déjà prendre une partie de notre temps. Alors on peut évidemment transformer l'existant, mais voilà, on n'est pas que dans de l'impulsion, on est aussi dans de la gestion qu'il va falloir challenger, remettre en question peut-être, en plus de projets qu'on a envie d'impulser. Il y a des enjeux effectivement à chaque échelle. Alors, on l'a dit aussi ce matin, il y a vraiment des enjeux de coopération, de travail à toutes les échelles. Je vais faire le focus peut-être à 3 niveaux. Le premier focus, c'est les enjeux des transformations en interne au sein d'une collectivité. Le deuxième, les transformations dans les coopérations entre institutions. Et le troisième, qui est l'enjeu des transformations dans la relation aussi avec les citoyens
qui est aussi un autre défi. Le premier, dans les enjeux de transformation, peut-être les verrous, les difficultés en interne, ça a été pointé plusieurs fois, c'est le fait que l'administration est organisée par thématique. On a chacun des politiques publiques et on voit qu'il y a des enjeux pour essayer de trouver d'autres modes de fonctionnement qui permettent de travailler de manière plus systémique, plus transversale. Alors, c'est un peu un mantra, hein. C'est quelque chose qu'on répète vraiment beaucoup, qu'on entend beaucoup. La réalité, c'est que derrière, qu'est-ce que ça veut dire en termes de réorganisation RH, peut-être, très concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire de travailler en mode projet? Et puis derrière, il y a aussi la question de la relation élu-administration, où très souvent, on se retrouve dans une pièce et il y a évidemment des codes, mais on aurait peut-être envie de se dire, on fait équipe, de toute façon, on a tous des cerveaux dans la pièce, allez, on y va, on est créatif, mais il y a aussi le devoir de réserve de l'administration. Donc, il faut trouver un petit peu les modus operandi qui font qu'on va réussir à être dans l'accélération, à avoir toutes les bonnes idées, mais en respectant un petit peu les codes de la maison. Donc, ça, c'est aussi une découverte. Ça peut être un frein. Il faut voir comment on le manie. Et puis, quand on est dans la volonté de transformer, comme je disais, il y a un gros bloc de gestion, c'est aussi veiller à ne pas générer de la charge supplémentaire, du stress, des lourdeurs, parce que si on veut que tout soit systémique, ça veut dire beaucoup de coûts de transaction dans les échanges aussi en interne, et on peut emboliser des équipes, on peut leur apporter du stress, et donc comment on gère la progressivité, l'organisation de la transformation. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a déjà l'interne est un vrai sujet. L'interne, c'est le quotidien, c'est la manière dont on pense les politiques publiques, dont on les configure, comment on s'organise, comment on s'équipe déjà pour aller porter son projet. Et on voit qu'il y a déjà beaucoup de challenges. Deuxième, le volet, c'est l'enjeu de porter les transformations au niveau du territoire, et donc là de réussir à travailler de manière collégiale, de susciter les coopérations entre les différents niveaux de collectivité, entre les différents opérateurs, les instances qui existent sur le territoire. On parle souvent de millefeuille administrative. On sait que entre la commune, le PCI, le département, la région, on a plein d'autres acteurs, les syndicats de bassins versants, les syndicats d'énergie. Enfin, il y a plein d'acteurs qui sont présents. Comment tout ce monde-là va réussir à travailler ensemble? Et là, on voit qu'il y a aussi pas mal de défis. Je crois qu'un défi, c'est déjà dans la méthode, dans la manière dont on se réunit, dont on travaille, dont on fait des réunions. C'est très concret, mais on a l'habitude d'avaler des PowerPoint au kilomètre, et parfois on se dit, je l'aurais lu en 5 minutes juste avant, j'aurais vu les grands enjeux, et en fait le temps qu'on aurait eu ensemble entre acteurs, on aurait pu plus discuter des enjeux et peut-être réussir à en sortir plus, parce qu'à la fin on est souvent frustré sur le temps d'échange, voire même parfois les échanges les plus intéressants se font à la pause café. Donc on a aussi dans nos manières de travail peut-être des petites choses à faire évoluer qui permettent d'accélérer aussi et d'opérer un petit peu plus de transformation. Il y a ces transformations aussi, je parlais de trouver les espaces de dialogue. Si on fait peut-être tous ces PowerPoint, etc., il y a des PowerPoint qui sont très bien, qui sont très utiles. Je regarde certaines personnes dans la pièce. Mais c'est aussi parfois, je crois, qu'on a besoin de scénariser les choses pour être sûr que ça se passe bien. Parce qu'il y a aussi chez les élus, et c'est un trait humain, une crainte du risque. Et quand on est sur des débats, sur des sujets qui peuvent être conflictuels, on n'est pas tous du même bord politique, on n'est pas tous de la même collectivité. On peut parler d'ailleurs des rivalités parfois entre collectivités qui se font de la concurrence plutôt que d'être dans la coopération. Parfois des collectivités qui sont du même bord politique, mais si c'est pas la même motion, si c'est des rivalités de personnes, etc. Enfin, on peut avoir beaucoup d'effets comme ça où c'est très difficile d'être pleinement dans la coopération. Je parlais du risque, c'est-à-dire cette volonté de scénariser les choses pour se protéger du risque. C'est comment on réussit à se dire on est dans du lâcher-prise pour que le dialogue et la coopération se fassent réellement. Par contre,
peut-être qu'il y a une manière de gérer ce risque, c'est en investissant dans des nouvelles compétences, elles ne sont pas si nouvelles, mais d'animation, de médiation. Donc ça permet de... C'est pour revoir aussi la conduite de ces échanges. Je pense que c'est là où aussi le travail du collège est très intéressant sur c'est quoi la méthode pour gérer les controverses, pour gérer du conflit, parce que des coopérations, forcément, ça implique ces gestions-là. Et donc, c'est quoi les compétences qu'on mobilise pour être capable, non pas de neutraliser le conflit, mais de l'accompagner vers un débouché qui va nourrir le projet de territoire souhaité, que de toute façon, individuellement, on ne pourra pas résoudre. Donc, il faut absolument mettre les acteurs autour de la table, construire ce projet de territoire, et donc réussir à dépasser certains conflits. Et ça, c'est vraiment du boulot. Et là, c'est du boulot du format de la réunion à tous les étages. En fait, il y a vraiment, je dirais même un changement culturel à opérer. Et là, je trouve que ça revient aussi, ce changement culturel, finalement, à la posture individuelle et aux consciences de chacun. Quand on parle d'accepter le conflit, on est aussi sur des enjeux qui peuvent être très personnels, de personnalité. Et je pense que cette attitude individuelle, c'est vrai qu'on va avoir des échanges de qualité et des débouchés, je crois, si il y a cette conscientisation, peut-être une intégrité, je dirais aussi, pour dépasser des logiques court terme, des logiques trop politiciennes, et se dire mais je suis au service de quoi, et je suis voilà, j'ai conscience des enjeux, je sais pourquoi je suis là, et donc je vais le porter avec responsabilité pour pouvoir aller chercher un consensus multipartite et pas juste défendre mon bout de gras. Enfin, donc la conscientisation, la responsabilité va pouvoir permettre d'obtenir un petit peu plus de débouchés. Donc, d'autant plus que ce fameux projet de territoire, aujourd'hui, on sait, on a parlé de renoncement tout à l'heure, on n'est plus dans une logique de consommation débridée. On a aujourd'hui la question des limites, les limites sur nos ressources, la nécessité de diminuer nos gaz à effet de serre. Donc, le projet de territoire, il faut le rendre un peu désirable. Donc, comment créer cette émulation alors qu'on sait qu'il va y avoir une partie peut-être de renoncement, c'est encore un autre challenge. Sur le dernier volet citoyen, c'est encore une fois très compliqué pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que là, en tant que, on est dans une crise démocratique. Le premier tour des élections départementales, 69% d'abstention. Donc la légitimité des élus. Les taux de défiance vis-à-vis des institutions sont très importants. Donc dans ce contexte, aller construire un projet de territoire et réussir à renouer le dialogue, renouer la confiance avec les citoyens, sans que ce soit toujours les mêmes qui viennent, c'est là aussi quelque chose de très compliqué, d'autant plus que on voit qu'à chaque fois, c'est du temps d'ingénierie, de mobiliser, de faire du temps de débat citoyen, de consultation, et ça, d'équipe, qu'on n'a pas forcément. On ne peut pas le faire sur tous les sujets parce que ça prend du budget de nos institutions et on n'arrive pas à le faire. C'est chronophage, ça prend des équipes et là, on se retrouve aussi un peu coincé, alors que dans l'idéal, évidemment, ce matin, on a vu des projets qui sont pensés dès l'amont, dès la conception du projet avec les citoyens, c'est l'idéal. Sinon, on se retrouve encore une fois aussi à cette fameuse acceptabilité où en fait l'enjeu c'est de faire accepter. Et on est souvent dans faire accepter des choses qui ont déjà été validées politiquement. Après, on s'étonne que ce soit pas très bien accepté. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Donc là, on a pas mal de défis. On connaît des solutions. Il y en a plusieurs. La possibilité de déléguer, la possibilité de délibérer, c'est ce qu'a voulu faire la Convention citoyenne avec les résultats qu'on connaît. La possibilité d'associer, d'intégrer dans nos instances de gouvernance des citoyens, etc., avec ce que ça veut dire par rapport à la démocratie représentative, parce que, mine de rien, normalement, les élus, ils sont là pour représenter les citoyens, donc il faut se le rappeler aussi de, finalement, comment on met le curseur entre intégrer des citoyens et considérer que les élus représentent les citoyens.
Et aussi, voilà, ou sinon la question de déléguer une partie, notamment avec des budgets participatifs, comme c'est fait au département, en disant il y a une partie du budget de la collectivité, c'est les citoyens qui la gèrent directement. Donc on a plusieurs solutions pour associer les citoyens, mais là aussi il y a beaucoup d'enjeux. Donc ce que je voulais dire peut-être à la fin, c'est que il y a beaucoup de limites voilà, qui peuvent un peu décourager, mais il y a aussi beaucoup de solutions. Donc l'enjeu, je crois, c'est de se focaliser sur ces solutions et puis d'essayer de faire évoluer un petit peu, comme il y a plein d'étages, à tous les étages, ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que quand on est dans des temps comme celui d'aujourd'hui, avec voilà, des inspirations sur comment on fait bouger, quand on trouve des acteurs qui vont être mobilisés vers dans cette direction, qui sont motivés, comment on arrive à travailler ensemble pour aller chercher ces transformations, parce qu'effectivement, elles doivent être aussi bien au niveau collectif et individuel, et donc des temps, et ce que fait le collège est très précieux pour nous aider à accélérer sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Vraiment, merci beaucoup. Je dirais juste à titre personnel qu'un des grands bonheurs du travail au sein du collège, c'est que c'est un espace où s'ouvrent des rencontres, des relations avec des personnes qui sont des acteurs, comme tu l'es, Chloé, vice-présidente, et des personnes. C'est bien au cœur de ce que nous faisons ensemble. Et on voit bien, enfin, je ne sais pas si vous sentez ça aussi, mais c'est qu'à un moment donné, on a un espace où on peut avoir un acteur, et pleinement un acteur, avec ses capacités d'aller stratégiques, et une personne en même temps qui va venir amener. Voilà. Là, s'ouvre du possible. Et voilà, ça c'est du grand bonheur. Morgane ? Oui. lourd challenge là. Je vais essayer de... Alors, j'ai inversé en fait ma présentation par rapport à ce que j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, je vais quand même rebondir d'abord sur effectivement les présentations d'avant ou les réflexions précédentes. Et ce sur quoi m'avait invité à réfléchir Samuel, c'est aussi à titre personnel, ce qui est pas normalement ce qu'on fait. Et donc c'est effectivement un premier challenge. Alors surtout quand on est comme moi, issu de l'administration, normalement on est typiquement dans la réserve. Et alors je reconnais, on ne met pas beaucoup de soi, ou en tout cas on le met en dosant en fait ce qu'on y apporte pour essayer de ne pas d'être dans une neutralité qui est en fait toute théorique d'ailleurs. Oui. Donc reprenons avec un peu de sens. Donc, moi j'ai eu la chance de faire, puisque je suis de l'administration, une formation qui s'appelle la formation du collège supérieur des transitions, non pardon, le collège supérieur du développement durable, qui est en fait une formation portée par le ministère des Transitions écologiques et qui justement est dans cette logique de former les cadres dirigeants au départ plutôt de l'administration, mais qui depuis 1 ou 2 ans s'est très largement élargi. Donc si ça me permet d'en faire un peu de publicité, si jamais ça vous inspire, c'est ouvert effectivement, y compris aux autres fonctions publiques que celles de l'État, et puis même maintenant au privé. Et je pense que c'est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup apporté, puisque ça m'a permis de voir qu'on pouvait effectivement s'impliquer, qu'on avait le droit de dire un peu plus que juste la réserve administrative attendue. Et donc de voir aussi à travers cette formation tout un tas de choses sur le dérèglement climatique et la façon dont il impacte en fait nos façons d'imaginer, de concevoir le monde de demain, et effectivement tous les freins en fait qui nous amènent à ne pas tenir compte de ce qu'on sait. Alors j'ai pas du tout la prétention de les avoir tous repérés, mais en tout cas je reconnais que ça m'a ouvert l'esprit sur ce point-là et que j'y suis plus attentive aujourd'hui dans la façon dont on se questionne. Et je vous fais part d'un point que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, c'était Étienne Klein, puisqu'on est dans les citations, qui évoquait ça en disant sur un certain nombre de sujets, il faut éviter de trop opinionner. Je découvrais le terme, mais je trouve que c'est vrai, c'est-à-dire de ne pas juste donner son opinion, je suis pour, je suis contre les bassines, par exemple. Pour revenir à un sujet haut, parce que je vais y revenir, mais pouvoir le documenter un peu, le factualiser, et puis effectivement s'adosser à des éléments scientifiques, et donc et de rappeler que la science finalement c'est quoi? C'est aller un peu contre soi et contre les biais cognitifs qu'on a tous, hein, notamment les biais de confirmation. Et je pense que c'est ça pour moi le propre d'un responsable, c'est d'oser en fait se dire que peut-être il ne faut pas penser comme le point dominant, mais c'est de réinterroger en fait ce qu'on peut voir, de se re-questionner sur le modèle qu'on veut porter,
et d'oser le mettre en œuvre. Et je dis, c'est aussi pour moi un point important, c'est d'essayer, en tout cas d'être exemplaire, ou en tout cas de s'autoriser à faire des choses, alors que ce soit sur la mobilité ou sur l'alimentation, par exemple, dans les éléments un peu conviviaux qu'on a dans une structure. Mais je pense que c'est important de montrer par l'exemple pour laisser la latitude aux autres et à son équipe de faire. Alors, à partir de là, de cette expérience personnelle quand même, dire que moi, ce que j'ai trouvé inspirant aujourd'hui, et particulièrement pour aborder les transformations qui sont devant nous, c'est aussi pour une structure comme la mienne, ce qui est finalement une structure assez technique, c'est-à-dire, j'évoquais tout à l'heure à l'atelier, on a un historique d'établissement public plutôt dans l'assainissement, dans la gestion de l'eau potable, dans l'aspect financier. Et on se rend compte que c'est aujourd'hui insuffisant pour affronter les transformations qui sont devant nous, qui sont très systémiques, très globales, à différentes échelles, dans un environnement qui est incertain, avec finalement des choses qu'on ne maîtrise pas du contexte mondial. C'est d'aller chercher en fait des concepts qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans nos institutions techniques, autour alors je prends les termes pour vous, de mise en dialogue, parce qu'avant thèse, je ne suis pas sûre que j'aurais dit ça comme ça, mais maintenant que je suis là, je vais dire ça comme ça, et des conditions qui le permettent, parce que c'est effectivement pour nous important d'essayer de trouver une solution par la démocratie aux tensions qu'on rencontre et aux injonctions contradictoires ou comment on pourrait l'appeler, à une capacité à gérer les contradictions qu'on peut tous avoir, et que finalement le monde de demain nous mette encore plus en avant, en tout cas la période de transition, mais beaucoup plus en avant. C'est-à-dire qu'on est dans à la fois des choses qui sont de ce qu'on avait l'habitude de faire et des choses qu'on voudrait aller faire, et ce futur souhaité, comme il n'est pas pour nous tous le même, en tout cas je ne pense pas qu'on soit encore complètement mis d'accord sur ce qu'on en voulait, il faut bien aller chercher progressivement les pas pour atteindre, même s'il faut continuer à réfléchir à ce qu'il pourrait être dans nos instances de réflexion. Donc pour moi, l'intérêt peut-être de TESS, si je peux le partager là, c'était de nous aider à trouver ou à poser ces conditions-là de dialogue pour construire le projet, alors en ce qui me concerne, de partage de l'eau, qui me semble un des points essentiels de la construction du monde de demain, à la fois en sensibilisant, en partageant l'information, vous l'avez dit, même si ce n'est pas suffisant, ça me semble une condition quand même importante, en permettant à chacun d'identifier tous ses propres biais et en arrivant à les dépasser, en évitant de polariser ou de radicaliser, c'est-à-dire en facilitant plutôt le développement de la confiance, ou en tout cas la possibilité de s'exprimer et de construire quelque chose en commun. Et je dis là que... Bon. Alors, du coup, on a tout un jeu de micro. C'est pour voir si vous y arrivez quand même. C'est ça, j'essaie de me... je disais, puisqu'en fait, on sent, nous, beaucoup de tensions qui s'expriment autour du sujet que je connais le mieux, mais qui, je pense, ne sont pas seulement là, sont à d'autres endroits aussi de la société et du monde, et finalement de construire dans cette imbrication d'échelle avec, comme je le disais, un contexte incertain. Voilà, je ne suis pas du tout sûre d'avoir été exhaustive, mais c'est une réaction. Merci beaucoup, Morgane, vraiment. Et j'en profite pour te remercier particulièrement pour ta présence et ton engagement dans nos travaux, qui, pour une part, rend possible pour nous le fait d'engager les travaux sur le sujet. Et je dis ça parce que souvent, on parle du collectif, etc., et on ne se rend pas compte à quel point, à un moment donné, un acteur, une personne à un endroit a un rôle particulier d'ouvrir, de permettre une dynamique ou au contraire de la fermer. Et donc voilà, on n'irait pas sur ce sujet du partage de l'eau sans l'âge de l'eau, et donc on n'irait pas sans toi, tu vois. Donc, mais voilà. Ça tombe bien, parce qu'en fait on a besoin de vous, je pense. Et je pense que c'est un enjeu essentiel de nos transformations de demain, donc c'est parfait. C'est à la fois une très bonne nouvelle, c'est une histoire de personnes, et puis parfois une dimension plus difficile et plus tragique, c'est une histoire de personnes, et parfois les personnes ne sont pas au rendez-vous, mais quand même souvent, elles le sont. Vraiment un immense merci à vous quatre, et
Je vais passer la parole. Alors, on a une petite manipulation technique. Donc, à Sophie. Donc, je redis. Donc, le collège travaille évidemment à l'échelle régionale. Et on a constitué un dispositif et un collectif pour travailler sur ce périmètre. Et on le répète souvent, c'est notre périmètre d'intervention. Et si on n'a pas un périmètre d'intervention, on ne risque pas d'être efficace. Pour autant, le collège, en tant qu'acteur à l'échelle nationale et plus large des transitions, a comme rôle aussi de se mettre en lien avec des acteurs à l'échelle nationale et puis plus large. C'est tout le sens de la présence de Julien qui est là et qui anime la Fabrique des transitions. Voilà, qui est partenaire du programme. Nous-mêmes, on essaie. Des fois, on est un peu défaillant au niveau des rendez-vous. Voilà, d'être avec vous. Vraiment, merci beaucoup de ta présence, Julien. Et puis la Fondation Zoin, qui est à la fois une rencontre récente et pas si récente que ça, puisqu'on travaille avec Dominique Bourg depuis longtemps. Il y a un compagnonnage avec Dominique depuis de nombreuses années. Et puis Dominique, voilà, est très en lien, je peux même le dire, très en lien amicaux avec Sophie. Et puis donc Jean-Christophe Lipovac qui est là, qui est le responsable de la Fondation Zoin Voilà pour la France. Et il me semble que nous avons beaucoup en commun et donc beaucoup de choses à faire ensemble. Donc voilà, tout simplement, je trouvais, alors depuis Lausanne, Sophie, tu n'avais pas la possibilité de nous rejoindre, mais voilà, si tu pouvais voilà, te présenter un peu, dire un peu qui est la Fondation, et puis comment tu sens toi aussi les affinités possibles et comment on pourra aller plus loin ensemble. Merci beaucoup d'être là, y compris de plus loin, Sophie. Merci beaucoup Samuel. Oui, j'aurais beaucoup aimé être avec vous toutes et tous aujourd'hui, mais c'était compliqué pour des questions d'intervention demain matin tôt et c'était un peu plus compliqué. Donc la prochaine fois, il faudra que je vienne, mais que je reste plus longtemps. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend bien. Je sais pas. Est-ce que tu nous entends, toi ? Oui, je vous entends. C'est tout bon. Bon, bah, c'est parti. Je vous entends. Et alors, merci. Oui, effectivement, ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, ça me touche aussi beaucoup dans ce qu'on peut faire avec la Fondation et ce que je peux faire, moi, dans mes travaux aussi de chercheur. Je suis philosophe économiste et j'ai créé cette Fondation Zoin, comme on peut dire, mais voilà, qui veut dire vivre en grec. On a entendu parler d'émotion, d'engagement, et j'ai bien aimé le mot transformation. À partir notamment du territoire. Et peut-être la dimension que j'aime bien apporter, ou rappeler, je ne sais pas comment vous dire, ou en tout cas partager, c'est aussi l'idée de transformation en soi, aussi quelque part. Et aussi de ses propres émotions, ses propres besoins. Il a été question de renoncement, de désir, donc tout ce qui relève aussi de la psychologie sociale, de l'acceptabilité sociale. Donc voilà, des questions aussi importantes. Et en fait, j'ai envie de dire qui sont fondamentales dans son projet de vie, en fait, tout simplement dans sa vie. C'est aussi de rendre humanisé aussi ces différentes dimensions, comme vous le dites, qui ne sont pas juste technologiques, technocratiques ou juste un programme à mettre en place, mais qui commencent aussi avec l'être humain. Donc ça, c'est la première chose que je voulais relever. J'en ai 4 autres rapides, si vous me l'autorisez. C'est bon, tu peux y aller. Ça va. Alors justement, en fait, le lien, c'est que projet de vie, le Zoein, ça veut dire vivre en grec. Et le but de la fondation que j'ai créée en 2017, après avoir été formée 2 ans par Dominique Bourg, un collègue aussi philosophe à Lausanne, mais effectivement qui connaît Samuel, tu le connaissais, je pense, avant moi aussi, peut-être, à l'écologie. Et au désastre un petit peu qui nous attendait, c'était une manière très égoïste dans mon propre projet de vie de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir en fait ces transformations et pour servir en fait, j'ai envie de dire, une autre vision de la vie. On a parlé d'approche systémique. Dans le domaine scientifique aujourd'hui, c'est beaucoup de silos aussi, c'est beaucoup de revues très spécialisées, mais il manque peut-être quelquefois aussi cette dimension systémique, une appréhension un peu plus globale. Et la question simple qu'on pose aussi, c'est quoi vivre en fait?
Puis aujourd'hui, ce qu'on voit philosophiquement, c'est de se dire qu'il y a deux approches de la vie. C'est une évidemment destructrice, on continue comme ça, voilà, à voir la Terre comme un amas de ressources naturelles, ou est-ce qu'on pose vraiment la question en se disant mais c'est pas simplement survivre, hein, ou partir sur Mars et habiter sous une tente sous Mars, pas vraiment de sens, mais peut-être de reposer la question de habiter ensemble. C'est quoi habiter, c'est quoi nourrir, c'est quoi soigner. Donc de revenir à des termes un peu plus génériques mais essentiels qui nous permettent en fait de lier différentes dimensions. Alors la Fondation Zoën effectivement sert ça, donc c'est mission d'une autre vision de la vie, d'une autre manière de faire ensemble. Et donc réunit effectivement un conseil scientifique. Donc ça, c'est un premier acte de personnes. J'ai bien aimé, Samuel, quand tu as dit sont des acteurs. Oui, des acteurs, des actrices et des personnes qui défendent cette vision-là aussi de la vie. Donc des personnes engagées, des scientifiques, mais qui descendent dans la rue, qui ne vont pas vers des... Enfin, peu importe, mais qui sont engagés aussi dans leur combat, sur leur territoire. On a des gens comme Hervé Le Treut, qui peuvent être dans le GIEC, mais qui sont aussi actifs à Bordeaux, qui sont aussi actifs sur le territoire. Des gens en Suisse, des prix Nobel, on a des Net Milliaire, des spécialistes du climat, des spécialistes qui publient dans la revue Nature, mais qui est aussi apiculteur, qui a une ruche chez lui d'abeilles. Donc, c'est ce genre de profil, en fait, de gens de scientifiques, mais de personnes aussi qui se mettent au service de cette vision de la vie. Et voilà, donc ça, c'était un point que je voulais, un deuxième point pour partager un peu l'ADN de Zoën et voir voilà, à quel point les liens peuvent se tisser, du coup, aussi avec le Collège des transitions, bien évidemment. Et je dirais que ce qui fonde en fait aussi la vie, c'est la coopération et pas la seule compétition. On est habitué, moi je suis aussi économiste, j'ai beaucoup vendu ce modèle de la compétition, mais on voit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Et ce qui permet aussi la vie, c'est la symbiose, c'est le mycélium, c'est aussi la coopération, c'est pas juste la compétition. Donc le troisième point auquel je voulais arriver, Jean-Christophe, pourra l'évoquer avec vous si vous le souhaitez, qui est directeur effectivement de l'association Zoën en France, c'est que au niveau économique, ça se décline différemment. On a des scientifiques engagés dans différentes disciplines. Et au niveau d'un nouveau modèle économique, puisqu'on a besoin de l'économie, mais c'est comment faire autrement, justement, avec les territoires, avec les départements, avec les régions, avec les actrices, les acteurs, les ONG, les entreprises, le monde associatif, comment est-ce qu'on fait? Alors, une des mesures, on va dire, qui est portée, ou des dispositifs portés par la Fondation, explorés en France et expérimentés aussi en Suisse, c'est cette idée de coopérative de transition écologique. Donc, ce n'est pas qu'une idée d'ailleurs, c'était une des publications que j'avais faites avec le revenu de transition écologique, bien sûr, mais ça n'est pas qu'une idée qui sort de mon cerveau, c'est surtout la manière dont des gens vont essayer de le mettre en place pour créer des écosystèmes vertueux. Et ce que j'aime bien dans ce modèle économique, c'est de se dire, voilà, quels sont les besoins du territoire. Comment est-ce qu'on va appréhender dans les 5 prochaines années le stress hydrique? On parlait de Bordeaux, mais quel est l'avenir de notre patrimoine aussi en termes de vignobles, quoi? Comment est-ce qu'on va devoir créer des nouveaux emplois? De quoi et du coup, de créer une forme de coopération entre les différents acteurs dans les différentes filières pour créer des emplois, pour être résilient et inventer ce nouveau modèle économique, pas simplement l'inventer, mais le mettre ensemble. Voilà, donc ça, c'est pour le troisième point. Et puis le quatrième, qui fera écho à la dimension des transitions intérieures que j'évoquais un peu en début, en disant c'est aussi de réhumaniser, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, ce que je peux dire, voilà, après déjà 3 ans d'exploration, c'est que souvent, ça a été évoqué, la question de la gouvernance. À la pause café, j'aime beaucoup, c'est vrai, je confirme souvent, c'est de permettre aussi des espaces de créativité, d'innovation, fondamentales aussi pour nourrir ces projets raisonnables et rationnels. C'est cette idée de la gouvernance et cette idée de la transition intérieure. C'est de voir aussi comment, sans une charte de valeurs commune, sans des dimensions incarnées, on ne peut pas y arriver. 80% des projets échouent à cause de problèmes d'ego, à cause de problèmes de burn-out, de surinvestissement personnel, de manque de fonds. Donc cette dimension humaine de transition qui apporte aussi avec les niveaux politiques, économiques, elle nous semble vraiment fondamentale, j'irais dire bien sûr spirituelle, dans un sens laïque s'il faut, mais de comment on repense aussi le sens de sa vie, le sens de son projet, le sens de son travail, le sens de la coopération, le sens d'un arbre chez soi, voilà, le sens de la relation vivante. Donc ça, c'est un point qui nous semble important. Et puis, je conclurai en disant que finalement, peut-être que ça l'est pas pour vous, en tout cas, ça l'est pour nous à la Fondation Zoën. Ça nous semble essentiel, donc
en plus de ce conseil scientifique engagé, de toutes les recherches-actions qu'on peut faire et toute la vulgarisation scientifique, je revendique le mot aussi, qu'on peut faire auprès du grand public avec des partenariats médias, radio, presse, etc., pour que tout le monde puisse voir aussi ces différents récits de la vie et pas juste de l'entendre en pratique avec des discours ou des chiffres qui font peur, mais de les intégrer pour le montrer. Ça nous semble essentiel, effectivement, de travailler en réseau, en coopération. Et donc, il nous semble effectivement d'un intérêt évident, humain, bien sûr, intellectuel et à tout niveau, de mutualiser effectivement sur des thématiques communes, des projets communs. Et donc, évidemment, donc avec Samuel, et avec toutes les actions du Collège des transitions. Voilà, je vous remercie. Merci. Et j'arrête là. Un très grand merci, Sophie. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Voilà, même si la période n'est pas forcément la plus facile. On se retrouve bientôt avec Baobab. Les amis de Baobab sont au fond de la salle à Saint-Nazaire, où se prépare le projet de rencontre autour de Baobab, qui est, on n'a pas forcément le temps de l'aborder aujourd'hui, mais qui est tout à fait en écho avec les travaux de CES, qui est appuyé par la fondation Zoen. Il va falloir que j'ai... Voilà. Et puis le collège sera là. Et donc, ce sera aussi l'occasion de se croiser avec toi, Sophie, avec Dominique, et puis avec le comité scientifique de la fondation. Je terminerai juste en disant que cette dimension de rencontre avec des réseaux nationaux me semble absolument majeure, encore une fois, parce qu'on n'a pas le temps de réinventer à Nantes ce que d'autres ont déjà fait avancer ailleurs, et on va avoir des défis communs. Et au fond, je me disais, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut avoir le sentiment qu'on est en phase ou qu'on se rencontre? Eh bien, il y a quand même la dimension d'action-recherche. Effectivement, nous ne sommes pas des bureaux d'études, donc on est là pour, avec les acteurs, produire de la connaissance et pour pouvoir agir. Sans doute autour du projet de coopération, qui est un vrai projet politique. Et puis cette dimension intérieure, cette dimension humaine, où je crois qu'on partage le fait que sans convoquer cette dimension-là, ma foi, on est condamné à faire du même, à donner l'impression qu'on va faire différent, mais en fait, on va reproduire des fonctionnements. Et donc, il nous faut trouver ensemble des moyens de pouvoir, comme tu nous le proposais, Christine, convoquer les affects et les travailler. Voilà, un grand merci à vous. Et puis, je rends la parole. Ah oui. On a un peu de temps ? Très bien. Non, mais je me disais que peut-être il y avait des questions, tout simplement, parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été partagés par nos interlocutrices, nos partenaires, mais peut-être que ça suscite des réactions, ou plus simplement des questions, ou des envies de partage. Donc je voulais m'assurer qu'avant qu'on passe à des questions plus de l'Assemblée générale formelle, au moins que vous ayez un espace pour pouvoir éventuellement poser vos questions. Ou réagir, ouais. Ah. Allô, oui. Je voulais juste réagir sur la question des affects. Le seul processus que j'ai vu qui m'a semblé suffisamment encadré pour passer des affects à l'action, c'est le travail qui relie Johanna Messi. Et je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de choses entre guillemets opérationnelles pour faire ça, parce que ça ne m'a pas paru si accessible, en tout cas pas dans la vie commune, quoi. Il fallait se donner un cadre assez spécifique pour pouvoir faire cette traversée. Ça me semble très très juste en fait. C'est pas pour rien que d'abord ce sont des sphères qui sont disjointes. Le travail de la profondeur, on va chez un analyste, on fait du développement personnel ou quelque chose comme ça. Et puis sinon, il y a des formations, enfin on est sur des choses beaucoup plus collectives. Donc convoquer ça à l'intérieur du collectif, c'est des expériences qui ont existé dans les années 70-80. Là, il y a quelque chose à réinventer pour que ce ne soit pas de la psychanalyse, parce qu'il ne s'agit pas de ça,
mais qui puisse se greffer à la relation à soi, à la relation à l'autre, à quelque chose qu'on va réinstruire dans la dynamique collective. Et pour moi, ça croise avec des objets, en fait, au fond. Vraiment, par exemple, si on avait, si je m'adresse à des dirigeants d'entreprise, moi j'ai besoin de réinterroger avec eux ce qu'est la performance, par exemple. Et c'est une construction sociale que nous partageons plus ou moins, qui est vraiment là comme un script qu'une entreprise, ça doit produire de la valeur de cette manière-là, etc., etc. Et derrière, en fait, de pouvoir interroger les autres couches. Alors, on ne va pas rentrer dans l'ingénierie, mais effectivement, il y a quelque chose à construire d'une articulation qui ne se fait pas souvent, que savent faire les psychosociologues d'ailleurs. Et c'est bien là d'ailleurs comment dire, notre ambition, l'originalité, la singularité de notre projet, en fait, c'est d'allier ces registres. Mais il y a beaucoup de choses à construire. Il n'y a pas énormément d'expériences. Il y a les expériences de la thérapie sociale, par exemple, dans la gestion des conflits politiques, les expériences de Holtzman. Bon, il y a des choses qui existent, mais c'est touchy. C'est vrai. Et on ne peut pas jouer aux apprentis sorciers avec les affects non plus. Donc c'est très très juste ce que vous dites, je rejoins. Sur ce sujet, j'aurais tendance à dire que, de toute façon, il nous faut aller à cet endroit-là, ne serait-ce que pour des raisons d'efficacité. Moi, je cite souvent Spinoza, c'est un philosophe, c'est pas un psychanalyste. Mais voilà, Spinoza nous racontait que nous sommes des êtres de désir. Et on voit bien qu'on ne mobilise pas les acteurs, on ne mobilise pas les personnes avec la tête. Ce qui nous bouge, fondamentalement, ce sont les affects. Et ce que disait Spinoza, je trouve d'une façon tellement éclairante pour nous aujourd'hui, il nous disait l'émotion qui nous met le plus en capacité d'agir, c'est la joie. C'est totalement provoquant. Vous voyez ? Donc, si on veut être le plus en capacité d'agir, alors il faudrait que dans nos espaces, on puisse cultiver ça. Et puis le deuxième endroit, Voilà. Et puis pour terminer, le deuxième endroit, à mon avis, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, où il nous faut aller, c'est qu'au moment où on est confronté à une différence véritablement difficile, à des intérêts différents, alors il faut, on parlait tout à l'heure de l'acteur et de la personne, alors l'acteur, il ne passera pas. Il faut qu'émerge quelque chose qui vient de la personne et qui va faire un pari qui est au-delà de ses intérêts, au-delà de ses représentations premières. Et donc, si nos espaces, nos façons de travailler ne convoquent pas cette dimension-là, on ira, disons, jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Or, probablement que dans les situations qu'on va devoir traverser ensemble, il va falloir affronter des différences qui vont nous convoquer précisément à ces endroits-là. Donc, on a absolument besoin de travailler là-dessus. Merci beaucoup à vous. Et je m'arrête là, vraiment. Merci. On est là pour notre dernier temps de journée, l'Assemblée générale. Donc, il y a peut-être des gens qui doivent nous quitter, mais ne partez pas tous parce qu'on a quand même besoin de vous. Un dernier temps, une dernière 3/4 d'heure, 1 heure. Alors, l'idée là, c'est qu'on puisse, comme toute Assemblée générale, faire un point sur... Ok. Je vais attendre les mouvements. Je vais attendre que les mouvements se posent. On se rappelle, de toute manière, merci, puis à une prochaine. Merci pour tout, c'était parfait. Surtout nous faire organiser. C'est bien, c'était vachement bien. À bientôt, merci encore.
Pour que je puisse envoyer.